Merci pour être revenu et merci pour être venu. Je suis très ravie de présenter Joumana Manna, qui est une plasticienne dont le travail est remarquable, que j'admire profondément. Vous avez peut-être vu son film ce matin, et donc le film fait partie d'un grand projet. La conférence va discuter, va présenter le deuxième volet de ce projet. Je dois vous dire aussi que Joumana Manna est championne de natation. Je suis très fière qu'elle est aussi championne de natation. So thank you very much, Rasha, for the invitation and for Musem for organizing the event. It's an honor to be here with some of the participants, and to those of you who have come from Marseille, thank you for attending this lecture. Today I'm going to talk about the research behind some of my recent work, and I'm going to be focusing on two projects. I know in the program it says I'm focusing on the botanist, a work on a botanist, but I will also speak a little bit about the film, which hopefully some of you have seen earlier this morning. I don't know how many saw the film. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le film. Good. That's helpful. Yeah. Alors, avant de parler du projet plus en détail, je voulais vous parler plus généralement de ma pratique. Je suis une plasticienne et je travaille principalement sur le film, les sculptures et les installations. Le thème d'ensemble sur lequel je travaille, c'est la manière dont le pouvoir se développe entre différents récits biographiques, historiques et coloniaux. Je travaille sur deux niveaux. Un niveau plus discursif et narratif, et un autre niveau plus métaphysique et abstrait. Les films empruntent à différents genres, le théâtre, le film, la fiction, et en général, ils sont le résultat d'un processus de recherche assez long. Les sculptures, au contraire, sont en général des gestes un peu plus intuitifs qui condensent sous forme abstraite certains des thèmes que je développe dans mes films. Aux environs de 2011, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire moderne de Jérusalem et sur les représentations de la Palestine dans l'imaginaire biblique occidental. J'ai travaillé sur différentes archives à Jérusalem. Salim Tamari et Mohanad Yacoubi ont parlé un petit peu hier de ce thème, pour ceux d'entre vous qui étaient présents. Donc certaines archives sur lesquelles j'ai travaillé sont celles de la Bibliothèque du Congrès, qui a une grande collection de photographies de la colonie américaine. J'ai aussi passé du temps aux archives nationales israéliennes, où il y a beaucoup de matériaux qui ont été volés à des Palestiniens et qui ont été conservés, des matériaux d'avant 1948. Il y a aussi des archives allemandes protestantes et d'autres collections plus petites. J'ai lu des livres de chroniqueurs, d'historiens et de chercheurs qui avaient vécu dans la ville. Souvent, je me retrouvais dans un état de grande admiration en regardant ces images et en écoutant les sons de la ville dans laquelle j'ai grandi. C'était comme si je remontais le temps, comme si ces gens venus du passé me parlaient. Et donc j'essayais d'imaginer à quoi ça ressemblait de vivre à Jérusalem il y a 60, 80 ou 100 ans. En plus des mémoires des Palestiniens et des photographes locaux, beaucoup des matériaux existants sur la Palestine moderne ont été produits par des académiques américains et européens qui ont voyagé dans le pays. Des géographes, des botanistes, des archéologues, des ethnographes qui ont travaillé qui m'ont permis d'explorer les connexions entre la Palestine actuelle et le passé, en particulier le passé biblique. Le travail de ces gens qui ont créé des catégories pour classifier la terre et les gens était au service de l'appareil colonial en Palestine, en commençant par le pouvoir britannique et plus tard israélien.
Beaucoup de chercheurs palestiniens ont commenté cette manière de geler le temps de manière artificielle en commentant les photos faites par des voyageurs. Ces images ignoraient la complexité de la société palestinienne, comme si le peuple palestinien était effacé de l'histoire. Les Palestiniens, la Palestine était réduite à une chose fixe, confinée au passé, à qui on interdisait d'entrer dans l'époque moderne. Ce qui m'intéressait dans ces documents, c'était leur nature paradoxale. D'un côté, c'est des documents de préservation qui gardent la trace de formes culturelles qui n'existent parfois plus aujourd'hui, mais dans le même temps, c'est aussi les racines. Elles montrent les racines de l'oppression de la Palestine. Donc mon travail, ça a été de retravailler ces matériaux, de les décoloniser en me les appropriant et de les utiliser comme un fragment parmi beaucoup de fragments cacophoniques qui forment la représentation et la narration. Alors, je vais commencer par le film que vous avez vu ce matin, A Magical Substance Flows Into Me, et je vous parlerai ensuite du projet sur la botanique. Je ne couvrirai pas tous les thèmes du film, mais j'ai choisi de souligner quelques-unes des questions qui étaient importantes pour moi dans le développement du film et pendant mes recherches. Ce film est parti d'une émission de radio créée par un ethnomusicologue juif allemand qui s'appelait Robert Lachman. Robert Lachman est né autour de 1900, il est mort en 1940. Il était le directeur des archives musicales à la bibliothèque de Berlin et il a perdu son travail avec l'arrivée des nazis au pouvoir en 1935. C'est après cela que Magnus, le chancelier de l'université, l'a inventé à Jérusalem pour continuer sa recherche puisqu'il ne pouvait plus travailler en Allemagne. Il a été invité à créer un département de musique orientale à l'université d'Hébron et une archive musicale d'enregistrement fait en Palestine à l'époque. Pour différentes raisons, il n'a pas reçu les financements sur lesquels il comptait pour mettre en place ce département. La plupart des gens qui finançaient l'université à l'époque voulaient soutenir des projets qui aidaient à légitimer la présence juive en Palestine. Et donc l'étude de la musique orientale ne collait pas vraiment avec ce projet. Donc Lachman a commencé à travailler juste pour lui-même. Une des choses qu'il a faites, c'était de proposer une émission de radio à la radio palestinienne. Le programme s'appelait Musique orientale. Et ce qu'il faisait, c'était qu'une fois par semaine, il donnait une conférence à la radio où il parlait de différents groupes de musique orientale que l'on trouvait en Palestine. Et il invitait ceux qui, selon lui, étaient les meilleurs représentants de cette tradition musicale. Il a invité des groupes de juifs kurdes, marocains, yéménites, des samaritains, des membres des communautés rurales et urbaines en Palestine, des bédouins et des coptes chrétiens. Dans le film, je ramène ces enregistrements à ces mêmes groupes aujourd'hui qui vivent à Jérusalem, en Cisjordanie, et je leur joue donc ces enregistrements sur mon iPhone et j'invite les musiciens à répondre à ces enregistrements comme ils l'auraient fait dans la tradition aujourd'hui. Le film a été principalement filmé à Jérusalem, mais aussi à Sarnin, en Galilée, à Naplouse, à Rosh Haïn, qui est à côté de Tel Aviv, et dans la région du Nakab, où vivent la majorité des Bédouins palestiniens aujourd'hui. Le thème principal du film, c'est la musique, mais la musique est aussi une excuse pour parler de beaucoup d'autres questions. Les Palestiniens et les Juifs arabes, sous le sionisme, des relations entre générations, de la notion d'authenticité dans la musique, de la vie quotidienne et du désir. Mais surtout, avant tout pour moi, c'était un film qui parlait de la mémoire sensuelle et viscérale et du potentiel qu'a le fait d'écouter de la musique et d'écouter des sons venus du passé. Donc c'est un peu une étude sur la mémoire, mais à travers la musique et la perception sensorielle. Le film a d'abord été montré comme installation à la galerie Chisenhale en 2015 avec un ensemble de sculptures faites en plâtre et avec des matériaux trouvés. Il y avait une plateforme qui servait de piédestal pour les sculptures, mais aussi de siège pour le public. Je ne vais pas trop parler des sculptures, mais si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous en parler un peu plus tard dans la discussion. Et plus tard, le film a été montré à la Berlinale.
Je voulais parler de comment j'ai découvert ce personnage de Robert Lachman. Et c'est à travers un personnage dont beaucoup de vous ont entendu parler hier dans la présentation de Salim. C'est Wasif Jahadieh. Donc j'ai lu les mémoires de cet homme vers 2012 et j'étais tout à fait enchantée par ses descriptions de la ville. Et ça a été une grande source d'inspiration qui m'a inspiré différents projets à partir de ce moment-là. Il y a un chapitre du livre où Wasif parle de sa rencontre avec le docteur Robert Lachman. Et leur relation s'est poursuivie pendant plusieurs mois et plusieurs années. Lachman allait rendre visite à Wasif chez lui et l'enregistrait quand il jouait de la musique. Il avait aussi invité Wasif à l'accompagner quand il donnait des conférences à l'université. Il enseignait dans des institutions arabes et hébreux dans la ville. Et donc, Wasif lui servait d'illustration et jouait des petits intermèdes musicaux pour illustrer les théories de Lachman. Donc, cette relation m'a intéressée, mais en particulier une conversation qu'ils avaient eue sur l'avenir de la musique arabe et de savoir si la musique orientale devait utiliser les systèmes de notation occidentaux ou pas. Lachman, qui était européen, ne voulait pas que la musique arabe adopte un système occidental de notation, parce qu'il sentait que cette musique avait une logique totalement originale, avec le système des quarts de notes, et avait une histoire différente, et donc qu'elle devait développer un système de notation différent. Il voulait que cette musique reste pure et libre de toute influence occidentale. Jawadi, au contraire, était très ouvert à l'idée d'utiliser ces notations comme outil de progrès. Il pensait que ça pouvait être un moyen de préserver des traditions orales qui étaient en train de disparaître. Donc ce débat, pour moi, est devenu un moteur qui a nourri ce projet. Ça m'a fait réfléchir à certains dilemmes de la modernité en Palestine à l'époque. Qu'est-ce qu'on utilise comme modèle de progrès emprunté à l'Occident ? Qu'est-ce que ça signifie de se raccrocher à nos traditions et nos rapports en général avec l'Occident et l'Europe. Donc la première fois que je suis allée dans les archives de Robert Lachman, je cherchais des enregistrements de Wasif Jawari, puisqu'on savait qu'il avait enregistré 70 disques avec lui dans sa maison à Jérusalem. Bizarrement, il n'y avait aucune trace de Wasif dans les archives. Ces archives qui sont maintenant à la Bibliothèque nationale d'Israël, dans le département de musique. Et cette disparition correspond à ce qui s'est passé avec beaucoup d'archives qui étaient développées grâce à des informateurs locaux qui ensuite étaient supprimés des archives. J'ai dépassé donc cette déception et j'ai trouvé dans ces archives une qualité très magnétique. Il y avait des milliers de documents et je revenais toujours à ces documents, je voulais feuilleter toutes les notes de Lachman et écouter la musique qu'il avait enregistrée. Et donc c'était vraiment ce désir d'écouter et de me rapprocher de ces sons et de ces images qui m'a inspiré à faire le film. Et donc en passant du temps dans ces archives, c'est là que j'ai entendu parler de cette émission de radio Musique orientale et j'ai décidé d'en faire le sujet de mon film plutôt que de parler de Wasif. Étant donné la nature orientale de la méthodologie de Lachman en tant qu'enregistreur, ethnographe, mon ambition c'était de réutiliser ces enregistrements sans reproduire le même schéma de représentation. Que se passerait-il si moi, palestinienne, je jouais le rôle de Lachman, un juif réfugié et un ethnographe européen ? Qu'est-ce que mon point de vue regarderait et quels seraient les rapports de pouvoir qui entreraient en jeu. Et je me suis rendu compte que ce serait un exercice qui serait très puissant de reprendre une perspective, puisque souvent ce sont les Israéliens qui étudient la Palestine, comme geste de solidarité, mais aussi en tant que projet ethnographique. Je trouvais ça intéressant d'inverser cette perspective. Et donc ça a été une des premières motivations. Et ensuite, j'ai décidé que plutôt que de reproduire le dispositif ethnographique de Lachman, je voulais laisser les musiciens raconter eux-mêmes leur histoire et parler par eux-mêmes. J'ai aussi voulu inclure un portrait de moi-même et de mes parents dans notre maison de famille.
Donc j'ai commencé à rechercher les meilleurs représentants de ces traditions aujourd'hui. J'ai contacté des amis, des musicologistes, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet. À l'époque, je vivais chez mes parents et tous les jours, je voyageais partout dans le pays pour rencontrer ces musiciens. Et donc, tout ce travail de recherche, c'est ça qui a créé le scénario du film que j'ai ensuite remis en scène. Une autre décision que j'ai prise dans cette idée de reconstituer l'émission de Lachman, c'était de ne pas inviter tous les musiciens dans un lieu, ce qui symbolisait la manière dont on travaillait dans la radio autrefois, mais au contraire de rendre visite à chacun de ces musiciens dans leur maison pour mettre l'accent sur l'état de ségrégation dans lequel ils vivent aujourd'hui. Donc en ce sens, le film est comme une remise en scène modifiée de l'émission de Lachman, où c'est la caméra qui fait les enregistrements plutôt que les microphones des années 1930. Initialement, l'intention de Lachman, c'était de rechercher l'authenticité culturelle et la pureté dans la musique. Il voulait que cette musique reste indemne des influences occidentales. Et c'est ce qui a permis de... Et en faisant cela, il a produit un documentaire étranger. Dans cette scène, on voit des Palestiniens qui jouent de la musique de mariage. Le musicien utilise un synthétiseur. Et je pense que ça aurait fait Lachman se retourner dans sa tombe s'il avait vu ça. Pour moi, les musiciens sont la preuve que cette culture n'a pas été détruite par les changements de la modernité et qu'en fait, le caractère hybride et momentané, c'est la seule forme de culture qui existe réellement. Comme vous avez pu remarquer, le thème principal dont je parlais dans le film, c'était la question des Juifs arabes ou des Juifs orientaux. En Israël, on les appelle les Misraïs, ce qui est un terme un peu qui englobe tous les Juifs qui ont émigré du monde arabe et islamique. La première fois que j'ai vu l'archive de Lachman, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je n'avais jamais vu un projet qui regardait les Palestiniens et qui regardait les Juifs orientaux à travers le même prisme. Peut-être que ça existait déjà, mais moi j'ai trouvé ça très, très rafraîchissant comme perspective. Et plus de 50% de la population d'Israël est d'origine arabe. Quand Lachman travaillait, ces communautés juives vivaient là et faisaient partie intégrante du monde arabe. Sur un point de vue épistémologique, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel à revisiter cette juxtaposition. Après un processus historique qui a dépossédé les Palestiniens, c'était le même processus qui a dépossédé les Juifs arabes de leurs racines dans ces régions. Sauf que un groupe a créé une nouvelle patrie, c'est Israël, tandis que les Palestiniens sont restés dans un état d'exil permanent. Ici, vous voyez Netta El-Kayam, c'est une chanteuse israélienne d'origine marocaine et son partenaire Hamid Cohen dans leur cuisine à Jérusalem. J'ai voulu critiquer les fondements des représentations de l'Orient qui font que les Juifs et les Arabes sont transformés en catégories distinctes. Ce cadre de pensée impliquerait que les Juifs orientaux et les Israéliens se détachent de leurs racines. C'est ce que fait Netta dans le film. Elle est très attachée à son lien au Maroc. Elle parle du fait que c'est sa grand-mère qui lui a donné accès à cette culture, que ses parents, qui étaient déjà des émigrants de deuxième génération, cherchaient à effacer, à ignorer. C'était aussi intéressant de réfléchir à ce que la fuite des Juifs arabes, quel effet cela a eu sur notre pays. Je voudrais citer un article de la scientifique politique Leila Sarsa qui formule bien certaines des questions clés de ce film. Elle parle de la manière dont les nationalismes palestiniens et sionistes ont répondu à la possibilité de la solution d'un seul État ou d'une fédération nationale en Palestine et en Israël.
Dans cette alternative à la séparation, les Israéliens devraient faire face au fait qu'ils vivent dans un monde arabe, que 50% de leur population juive est d'origine arabe. Mais les sionistes ne peuvent pas faire face à cette réalité, puisqu'elle repose sur le fait qu'il s'agit d'une entreprise occidentale qui cherche à universaliser les juifs, y compris les juifs arabes, et à les transformer en un illuminé, un juif ashkénaze. Le niveau de négation du juif arabe a été formulé par Ella Shohat, entre autres, et elle est toujours très présente dans la société israélienne et elle est considérée comme péjorative. Et pourtant, il y a un terme qui est central dans ce nouvel État. Le juif arabe fait tout autant partie de l'identité juive qu'elle fait partie de celle du monde arabe. C'est une communauté qui est niée, mais qui a besoin d'être réhabilitée dans le contexte historique. La catégorie du juif arabe est à la fois romantisée et sous-étudiée, mais pourrait servir de véhicule à la réconciliation et pourrait permettre de débloquer le conflit. Donc j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir au potentiel du rôle du juif arabe, considéré aux côtés de la lutte palestinienne. Pour moi, il y a une alliance entre ces deux groupes qui a été perdue, plus que de la voir comme une solution pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a une polarité entre les Misraïs et les Palestiniens. Donc si on voulait remettre en vie cette alliance, ça ne pourrait se faire qu'après un processus de réconciliation historique. Le thème principal, celui de la musique, c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup pensé à son potentiel, et j'ai réfléchi aux sons que j'entendais en grandissant à Shafat, où mes parents habitent encore. Souvent, on voyait des jeunes hommes qui passaient en voiture la nuit avec les fenêtres ouvertes et la musique à fond. Et parfois, c'était de la musique pop arabe, Israël, égyptienne, ou alors de la musique pop israélienne. Et donc ça m'intriguait toujours de comprendre comment est-ce que ces Palestiniens pouvaient passer de la musique misraïe dans le quartier, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit en Cisjordanie, mais c'est quelque chose d'assez commun à Jérusalem. Et quand on leur demandait, si on leur demandait, ils pouvaient vous répondre, ça c'est de la musique arabe. Mais bien sûr, les paroles sont en hébreu, mais quelle importance, nous on travaille en hébreu et ainsi de suite. Donc, il y a cet espace un peu bizarre où il est permis, il est acceptable pour certains groupes sociaux. Évidemment, mes parents n'auraient pas accepté et ils auraient considéré ça comme une espèce de trahison. J'ai lu des textes de Jean-Luc Nancy et je me suis intéressée à la manière dont il parle de la différence entre écouter et voir. Quand on écoute, écouter, c'est faire des résonances, alors que voir, c'est rendre évident. On voit quelque chose qui se passe hors de soi, mais quand on l'entend, on le comprend différemment parce qu'il entre dans notre corps et il devient une partie de nous. Et en ce sens, écouter peut briser la différence entre l'autre et soi, ou entre le singulier et le pluriel. La musique peut devenir le lieu où on transcende les identités, les temporalités, mais elle peut aussi être utilisée pour renforcer des sentiments d'identité collective basés sur l'exclusion de l'autre. Et c'est précisément cette ambiguïté de la musique qui m'a intéressée. Un lieu qui peut à la fois cacher la politique, mais la révéler aussi, et révéler une histoire alternative. Pour récapituler donc les thèmes, pour moi le film parlait de la musique et des méthodes d'enregistrement, de la modernité, de la politique attachée au fait de remettre en scène des archives et la question du statut des Juifs arabes parmi les Palestiniens et le rôle de la musique dans les luttes nationales. Ce film donc, parlait de comment l'hétérogénéité
peut être un moyen de mettre en question un État moderne, un État-nation actuel. Ce deuxième projet, au contraire, qui s'appelait Flora, dans ce projet, la diversité des plantes est classifiée dans une taxonomie moderne. Je vous disais tout à l'heure que j'avais passé beaucoup de temps à consulter des archives à Jérusalem et dans les environs. Et souvent, je travaillais sur des documents du début du XXe siècle et je rencontrais beaucoup d'images de plantes, des plantes sous différentes formes. Ça, c'est une forme de souvenir qui était assez populaire au début du XXe siècle, qui était fait soit par des missionnaires, soit par des gens qui vivaient là. Ça vient de la collection de la colonie américaine à Jérusalem. Et ce sont des souvenirs qui sont faits de plantes qui sont séchées et qui sont arrangées en bouquets. Et ces plantes souvent représentaient un site saint. Sur la gauche, vous voyez les fleurs de la piscine de Salomon, alors qu'à droite, vous voyez une collection de fleurs un peu plus générale. Beaucoup de ces chercheurs, ils n'étaient pas divisés en disciplines. Un archéologue pouvait être aussi un botaniste, un traducteur, et ainsi de suite. Il n'y avait pas de cloison entre disciplines. Un de ces personnages, c'était Gustav Dahlmann, un autre ethnographe allemand qui a écrit la première étude musicologiste en Palestine en 1901, et son travail était vraiment ancré dans la croyance que l'étude scientifique de la Terre sainte permettrait de mieux comprendre la Bible et la théologie chrétienne. Sa mission musicale, c'était de comparer le chant des chants dans la Bible avec les chants que chantaient les Palestiniens. En d'autres mots, il essayait de comprendre ce qu'ils chantaient dans le second temple juif il y a 2000 ans, et il utilisait donc les paysans palestiniens pour comprendre ces écritures bibliques. J'avais aussi rencontré beaucoup de photos de fleurs, en particulier à l'Institut allemand. Et donc, en un sens, ce personnage était le prédécesseur de Lachmann, et il a ouvert ce champ de la botanique qui a commencé à m'intéresser. Voilà encore le genre d'image, un vase de fleurs sur la gauche et à droite une étude photographique, une image de lanterne magique. Donc j'ai commencé à me dire que quand j'aurais fini mon film sur la musique, j'allais travailler sur la botanique. Et c'est ainsi que je suis arrivée à George Post. C'était un missionnaire américain qui s'est battu dans la guerre civile américaine et qui ensuite a été envoyé par la mission américaine en Syrie. Il s'est d'abord installé à Tripoli. Il travaillait comme médecin et traducteur. Il a appris l'arabe très vite et il a commencé à traduire. En plus de son travail de médecin, il a participé à des expéditions d'histoire naturelle et d'archéologie. Et il est surtout célèbre pour son ouvrage sur la flore de Palestine et du Sinaï, qui sont 2 volumes qui listent toutes les plantes présentes dans la région et qu'on considère comme l'étude de la flore de la région la plus complète jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi un des fondateurs de l'AUB. Il a aidé à mettre en place le département médical de l'Université américaine de Beyrouth. Donc cet herbier est encore utilisé aujourd'hui par certains scientifiques. C'est surtout un document historique du paysage tel qu'il était. C'était dans les années 1860, 70, 80. Et c'est un herbier qui documente, par exemple, lorsqu'une fleur était séchée, il notait toujours la date où cette fleur avait été récoltée, par exemple. Donc on savait qu'à l'époque, une tulipe éclosait au mois d'avril sur cette colline. Et bien sûr, aujourd'hui, Beyrouth, le Liban, la Syrie ont changé énormément. Donc beaucoup de ces plantes, soit ont été éteintes, ou alors elles fleurissent plus tôt à cause du changement climatique. Donc c'est un document qui montre le paysage. Et c'est comme si on rassemblait tous les paysages dans un catalogue et qu'on l'enregistrait avec la morphologie des plantes.
Lorsque Post récoltait tous ces spécimens, il travaillait avec ses étudiants du collège protestant syrien, qui est devenu aujourd'hui l'AUB, l'Université américaine de Beyrouth. Il faisait un cours sur la botanique et il donnait à ses étudiants des devoirs. C'était eux qui devaient aller chercher les fleurs dans les villages et les villes les plus éloignées possibles. Donc plus un étudiant allait loin chercher ses plantes, plus il avait une bonne note. Et toutes les collections de ces étudiants, c'est tout ça qui a formé l'herbier que nous avons aujourd'hui. Et bien sûr, il ne mentionne jamais les noms de ses étudiants. Il a aussi échangé beaucoup de spécimens avec des botanistes en Turquie, par exemple, ou dans d'autres endroits, et souvent, il mettait aussi son nom. Donc, il était assez narcissique comme personnage. Et au moment où je réfléchissais à la forme qu'allait prendre cette recherche sur la botanique, j'ai commencé à regarder à beaucoup de peintures de nature morte et à voir ce que les fleurs symbolisaient dans l'art occidental. J'ai découvert le renouveau qu'avait connu ce genre dans la peinture hollandaise du XVIe siècle, qui était très lié à l'émergence de la botanique en tant que discipline. Donc les peintres visitaient des jardins botaniques qui devenaient de plus en plus nombreux dans les centres européens, et ils apprenaient auprès des botanistes, par exemple, quand est-ce qu'une fleur fleurissait, et quand est-ce qu'on pouvait l'étudier et la dessiner. Les bouquets qu'il peignait, comme celui-ci sur la gauche, rassemblaient différentes études. C'était un rassemblement de fleurs qu'on n'aurait jamais trouvé ensemble dans la nature. Norman Bryson, dans son livre sur les natures mortes, parle d'un refus du temps et de la saison qui brise le lien entre l'homme et les cycles de la nature. Et c'est exactement ça qui se passe. Ce qu'on travaille ici, c'est le pouvoir de la technique. D'abord dans l'horticulture et la botanique, et ensuite dans la peinture, qui permet de dépasser les limites du monde naturel. Et ensuite, entre le bouquet et le paysage qu'on voit derrière, il n'y a aucun lien qui peut être perçu. C'est comme si les fleurs étaient arrivées de différentes terres dans ce vase, et que différentes régions étaient concentrées dans cet espace souverain du vase. Donc j'ai rassemblé beaucoup de ces images pour voir comment ces fleurs étaient peintes. Cézanne sur la droite, début du 19e. La date, il y a une erreur sur la date. Et Cézanne a remis au goût du jour ce genre de la nature morte. Et j'ai regardé aussi beaucoup d'images de vases. Ici, vous voyez des vases que j'ai vus dans un musée ethnographique à Buenos Aires. Et ça m'a inspiré à transformer la tête de George Post en vase. Voilà. Ici, vous voyez un détail de l'installation. Ça s'appelle l'herbier de George Post. Mais ici, plus particulièrement, c'est l'élément de nature morte qui est intitulé « Vase avec fleurs de fistuna et dictionnaire ». Ça a été montré à la Biennale de Liverpool l'an dernier. Et elle est aujourd'hui à Cologne. Ce que j'essayais de faire ici, c'était de recréer un tableau de nature morte, mais dans une forme tridimensionnelle. Donc, j'ai fait une tête de Post en céramique qui sert de vase avec un bouquet de fleurs. Ce sont des fleurs que l'on trouve dans son herbier. Il y a des livres sur la table qui sont sa fleur de la Syrie, Palestine et du Sinaï, et des dictionnaires de la Bible. Les dictionnaires de la Bible, c'était un phénomène au XIXe siècle qui s'est accompagné de l'émergence de la science et de la religion. On faisait des listes de tous les noms, des lieux, des instruments, des objets mentionnés dans la Bible, et on leur donnait une description scientifique qui, évidemment, limitait l'interprétation des Écritures. Et Post a contribué à ces dictionnaires de la Bible en y apportant des entrées sur la flore. Donc, à chaque fois qu'il est question d'une plante, William E. Smith, qui était celui qui écrivait ces dictionnaires de la Bible, demandait à George Post d'écrire les articles. À l'arrière-plan, on voit un collage
The collage is called A Biblical Landscape. Ça s'appelle Paysage biblique. Et il est fait à partir d'étiquettes de produits d'entretien que j'ai trouvées dans des supermarchés, dans les maisons des gens à Beyrouth. Je découpais, je récupérais seulement des produits nettoyants qui avaient des parfums de nature, ces parfums artificiels de cèdre, de lavande ou de pommes de pin, pour créer une espèce de paysage imaginaire qui n'existe que sous forme numérique aujourd'hui. Vous voyez, on voit les bouteilles des produits en bas à gauche. Ça va des détergents aux produits pour nettoyer le sol et ainsi de suite. L'idée, c'était aussi de répliquer cette nature morte. Les règles du tableau de nature morte où il y avait souvent un paysage à l'arrière-plan, soit qu'on voyait par une fenêtre ou qui était accroché au mur. Et le paysage, évidemment, était toujours le lieu de l'héroïsme, le lieu où se déroulaient les événements historiques importants, tandis que l'intérieur, c'était l'espace domestique et féminin. Donc je retournais en quelque sorte ce phénomène en transformant le paysage, en utilisant des produits d'entretien et un collage bon marché pour ce paysage. Sur la gauche, il y a une étagère avec des feuilles de contreplaqué. Sur ces plaques, il y a des tirages photographiques de pages de l'herbier de George Post. Dans cet herbier, il y a évidemment des milliers de dossiers avec les différents spécimens. Et j'ai dû faire une sélection des pages que j'allais insérer dans l'installation. J'ai décidé de ne prendre que les plantes bibliques, qui étaient les plantes auxquelles George Post s'intéressait le plus et dont il parlait dans les dictionnaires de la Bible. Donc j'ai pris toute la flore qui apparaît dans le dictionnaire de la Bible et j'ai pris ces pages dans l'herbier, je les ai photographiées, imprimées sur contreplaqué et découpées au laser sur le contreplaqué. Vous voyez que ces fleurs ici ne sont qu'en 2 dimensions. Ce sont des découpes sur le bois. Donc il y a tout un jeu sur la bidimensionnalité, la tridimensionnalité, comme si George Post, en quelque sorte, écrasait toute la région du Sinaï et de Jérusalem, écrasait toute cette géographie sur 2 dimensions. Que se passerait-il si je repliais, si je dépliais cette image bidimensionnelle en 3 dimensions? Là, vous voyez les planches de plus près. Pouvons peut-être discuter, je peux peut-être à ce moment-là vous donner plus de détails, mais pour conclure brièvement, je voulais dire que comme ces 2 projets sont partis des archives, mais plutôt que les archives servent de centre d'intérêt, ce sont plutôt des points de départ pour développer des représentations différentes du présent. Et souvent, il s'agit de représentations de l'histoire qui sont anti-hégémoniques. Et l'idée était de jouer avec ces archives et de s'en servir comme des matériaux ouverts à l'interprétation, plus que comme des documents scientifiques qui nous permettent de réfléchir au présent et au futur. Voilà, je m'arrêterai là. Questions for Jumana? So I'll selfishly start. C'est très beau de voir la manière dont vous revisitez cette production du savoir, cette production coloniale du savoir, cette production fictionnelle du savoir, et ces systèmes de classification. Est-ce qu'il y a des échos entre George Post et Robert Lachman, au-delà de l'état d'esprit idéologique? L'un d'eux était un juif européen qui s'était trouvé en danger, alors que l'autre était un protestant qui venait d'un pays en guerre, mais qui d'un seul coup se retrouve dans cette position de pouvoir. Est-ce qu'il y a des échos entre les points de vue de ces 2 personnages, peut-être l'obsession
dans le fait de trouver la Bible en Palestine. Oui, tout ça, ça vient du point de vue orientaliste. Parfois, George Post non seulement écrivait les noms des lieux actuels, mais il écrivait aussi les noms bibliques de ces lieux. Et c'était souvent le cas des botanistes à l'époque qui s'intéressaient à la Bible. En un sens, Lachmann était un peu moins obsédé par la Bible, même s'il avait hérité tout ça d'autres prédécesseurs. Il avait lui aussi cette idée que la Palestine était bloquée dans le temps. Mais c'était deux personnages assez différents. Lachmann était un juif homosexuel qui avait fui la guerre avec son partenaire allemand. Ils étaient arrivés à Jérusalem. Et il avait eu des grosses difficultés à s'installer à Jérusalem et à trouver des gens qui lui fassent confiance et qui aient confiance dans son travail et qui le financent. Donc il était toujours un petit peu en décalage avec les institutions. L'université hébreu ne l'a jamais vraiment aidé à mettre en place son département. L'émission de radio, à la radio, il était invité, mais il n'a jamais été vraiment employé. Et il est mort très jeune, en 1940, juste quelques années après son arrivée. George Post, lui, était un homme qui avait plus de pouvoir, je pense. Et il a réussi à mettre en place un département, son département de médecine à Beyrouth. Il a vécu beaucoup plus longtemps, il est resté au Liban pendant assez longtemps. Environ 50 ans. Il est arrivé assez jeune et il est mort là-bas. Il est enterré à Beyrouth. Donc, c'est des personnages avec une implication assez différente. Bien sûr, George Post a vécu bien avant. Il est arrivé en 1860. Donc 70 ans avant Lachmann. Et quelle va être la prochaine étude? Oui, aujourd'hui, je me concentre sur le présent. J'ai besoin d'arrêter un peu avec les archives. Ce travail sur la botanique m'a amené à des questions plus contemporaines sur les biotechnologies et la préservation des semences. Donc, j'essaie d'imaginer quel genre d'équivalence on a aujourd'hui dans la science, quel équivalent des herbiers existe aujourd'hui. Ça m'a fait penser aux banques de semences, qui sont des archives de toutes les différentes semences. En général, ce sont des graines de plantes alimentaires, à la fois les plantes que nous mangeons, mais toutes les plantes sauvages de la même famille, qui sont utilisées pour développer des nouvelles variétés de blé, de lentilles, ainsi de suite. Donc je travaille sur la préservation des graines et les politiques agricoles aujourd'hui. Je me demandais comment est-ce que les musiciens israéliens que vous avez interviewés, la jeune chanteuse marocaine, ou bien l'employé kurde qui travaille dans une agence immobilière, comment est-ce que ces gens se perçoivent eux-mêmes? Est-ce qu'ils étaient étonnés que Lachmann les ait considérés comme des musiciens orientaux? Est-ce qu'ils pensent qu'ils font de la musique religieuse? Est-ce qu'ils pensent qu'ils font partie de la musique arabe? Et y compris les Samaritains que vous avez enregistrés, est-ce que ces gens ont l'impression d'appartenir à une même tradition ou bien est-ce qu'ils pensent que c'était votre idée? Je ne crois pas que Lachmann lui-même les voyait comme une seule tradition unique. Il parlait de la musique orientale comme un terme englobant, mais il essayait de montrer les distinctions entre tous ces différents groupes et leur interaction aussi. Ce que voulait dire Lachmann, c'était qu'on ne peut pas étudier les Juifs orientaux sans étudier les Palestiniens et tous leurs voisins. C'était ça son message à l'université et son message aux auditeurs de son émission. Donc, les Israéliens aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne diraient pas que c'est de la musique arabe, mais en tout cas, ils s'identifient avec le terme d'ensemble de musique orientale. Oui. Il y a une très grosse différence entre quelqu'un comme Netta El-Kayam, qui était la jeune femme dans sa cuisine, qui a un personnage très politisé et qui parle beaucoup des injustices faites contre les Marocains et contre les Israéliens en Israël aujourd'hui. Aussi, elle parle couramment l'arabe, le palestinien et le marocain. Donc pour elle, chanter cette musique, c'est un projet politique.
Ce n'est pas juste du divertissement. Donc elle a une grosse conscience de toutes ces questions. Mais quelqu'un comme Anivo Vadia, qui est le musicien kurde, qui joue dans son bureau, il travaille pour des organisations sionistes qui exproprient les terres palestiniennes. On n'a pas vraiment parlé de politique avec lui. Je lui ai parlé du film, je lui ai parlé de Lachman et de ses recherches et du fait que je recréais son programme, son émission de radio. Et il était très content d'être filmé et d'être reconnu parce qu'il ne vit pas de sa musique. Comme vous le voyez, il travaille comme notaire. Donc les musiciens répondaient de beaucoup de manières différentes. Et je m'attendais à rencontrer beaucoup plus de friction avec les musiciens israéliens, mais finalement, je crois qu'ils étaient à la fois un petit peu... ils n'étaient pas vraiment sûrs, ils doutaient, ils n'étaient pas sûrs si j'étais palestinienne. Je leur parlais en hébreu. Je n'étais pas sûre s'ils comprenaient vraiment quelle était ma position politique, même si j'essayais de partager mon projet avec eux. Soit ça les dérangeait pas vraiment, soit ils comprenaient pas vraiment quelle était ma position. Et ils étaient ravis qu'une Palestinienne enregistre leur musique, je pense. Oui, cet homme était le chef du département de police en Cisjordanie. Comme son fils le dit, il ne porte jamais d'uniforme parce qu'il fait partie de la police secrète. Il faisait semblant d'être un arabe. Donc pour moi, l'idée, c'était que ça aurait été très puissant de montrer que cet homme était devenu... il faisait partie des autorités. Donc c'était intéressant de le voir avec son uniforme de police et de le voir chanter des chansons kurdes. Mais il n'avait pas d'uniforme de police, donc c'est un petit peu... mais en tout cas, c'est lui qui m'a présenté à Anivo Vadia ensuite, que l'on voit dans le bureau. Mais j'ai décidé de garder cette scène quand même parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de tension dans la cuisine entre moi et lui. Et on voit beaucoup des stéréotypes ressortir à travers les questions. Le film parlait aussi beaucoup de ça, de comment je suis sortie rencontrer ces gens qui font partie de la société israélienne et avec qui normalement je n'ai pas spécialement de contact. Ce ne sont pas des gens avec qui normalement j'aurais des contacts, mais avec ce film, ça a été l'occasion d'avoir des discussions avec ces gens. Donc je voulais garder cette sensation un peu d'inconfort au début. C'est aussi le personnage grâce auquel on sait de quoi parle le film, puisque c'est lui qui me demande « Vous faites un film sur les Kurdes ?» et je réponds « Non, je fais un film sur la musique. » Parce qu'il pense que toutes les femmes arabes restent à la maison. J'ai une question sur le rapport entre vos sculptures et les films. Vous avez montré au début une image qui a été montrée à Londres. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pièce? Oui, c'est une série de sculptures que j'appelle les vases muscles. Ce sont soit des parties du corps ou des muscles qui ont été grandis et que j'ai sculptés pour en faire des vases avec une forme en plâtre creuse. Et ça parle de la résonance. Ça fait référence à l'idée de la musique comme quelque chose qui existe à la fois dans le corps et hors du corps simultanément. C'est pour évoquer ce caractère viscéral et sensuel de l'expérience de la musique. Et ces pièces ont été faites avant le film, à peu près à la même époque, mais un peu avant. Et c'était un peu plus tard, en pensant à l'installation, que je me suis dit que ce serait intéressant de montrer ces pièces en même temps que le film, puisque ça évoque cette idée de résonance et le thème aussi de la mémoire du corps, auquel je pensais beaucoup quand j'ai fait le film. Et l'idée, c'était de créer comme un paysage qui soit quelque chose entre l'exposition de musée, le paysage un peu désolé, qui évoque une architecture inachevée. J'essayais d'évoquer ces lieux où la musique est jouée dans le film, comme la dernière scène où on voit une maison en chantier, où les musiciens jouent les musiques de mariage. Donc pour moi, c'était une manière de traduire certains des thèmes, peut-être les thèmes un peu plus métaphysiques du film, dans l'espace et dans la matière.
Je voudrais vous demander au sujet de Lachman et de la scène avec les Bédouins. C'est la troisième fois que je vois votre film et à chaque fois je découvre des nouveaux détails sur ce film. Et j'ai été frappée par cette scène parce qu'au départ je pensais que ce film était une critique de Lachman. Et je me suis rendu compte que cette scène, évidemment vous avez dû décider ce que vous alliez inclure ou pas, mais c'est une scène de grande désolation. Et une conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que cette désolation est non seulement celle de la terre, mais aussi la désolation de cette expérience, de cette musique que Lachman avait enregistrée. La question, c'est quel genre de message, s'il en existe un, doit être tiré de cette scène? Est-ce que c'est l'échec de l'homme à capturer, ou son refus de capturer, de saisir la nature des musiques qu'il écoutait? Et le fait que Lachman insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un véritable bédouin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Pourquoi vous avez inclus cette scène? Je pense qu'il a raison. Il ne s'agit pas vraiment d'un bédouin. Il dit c'est un paysan, ce n'est pas un bédouin qui joue la musique. Il dit qu'il joue trop vite. Un paysan fait tout trop vite, alors qu'un bédouin, ça prend son temps. Et il dit qu'il prononce les choses, qu'il n'a pas un accent bédouin. Donc c'est ça que dit l'homme. Il dit que Lachman avait pris un paysan en disant que c'était un bédouin. Mais pour moi, cette scène montre que la communauté des bédouins en Palestine est peut-être la partie de la société palestinienne qui a souffert le plus. Leurs problèmes continuent encore aujourd'hui. Il y a des villages qui sont démolis tous les jours. Comme toutes les populations nomades, mais évidemment en Israël c'était un cas extrême. Ils ont essayé de fixer les Bédouins dans des villages. Et avec cette fixation, leur culture a été effacée d'une manière beaucoup plus efficace, entre guillemets, que celle des villageois, paysans et des gens des villes. Donc je pense qu'il est plus difficile de trouver des musiciens de talent dans la région en comparaison des chanteurs de mariage en Galilée ou dans les autres régions de Palestine. Je suis allée plusieurs fois dans la région du Nakab et à chaque fois quelqu'un me promettait qu'ils allaient me présenter un très bon joueur de rabab. Mais à chaque fois on me disait « Ah, on a oublié ». Et ça prendrait trop longtemps pour le trouver, ou « Ah non, cet homme ne joue pas très bien, je vais vous présenter quelqu'un d'autre ». C'était très difficile de trouver des musiciens qui pouvaient jouer cette musique. Il y avait des Palestiniens de Galilée qui jouaient le rababa, mais je voulais trouver un bédouin de Nakab qui pouvait jouer cet instrument. Ce qu'on m'a dit, c'est que le rababa était un outil utilisé dans les rassemblements. Il n'y avait pas d'internet, pas de télévision, pas de technologie. Donc les gens se réunissaient et jouaient le rababa pour passer le temps et communiquer. Et aujourd'hui, on l'écoute sur YouTube. Donc, quand je lui demande de réagir aux enregistrements de Lachman, lui, il m'a joué un morceau sur son téléphone. Et il m'a dit, voilà, ça c'est le meilleur joueur de rababa, mais il est en Jordanie. C'est un homme de notre tribu, mais il vit en Jordanie aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas, je n'ai pas de message. Ce film est vraiment ouvert à toutes sortes d'interprétations. Je travaille sur des questions très particulières, mais je ne dirais pas qu'il y a un message. Je me demandais si c'était quelque chose que vous vouliez que le spectateur retienne, cet échec de ce peuple à préserver sa propre musique. Cet échec, bien sûr, est mis en contexte vis-à-vis de la situation des Bédouins dans le Nakab. Il y a donc non seulement cette impression de désolation de la terre, mais aussi de désintégration de la culture musicale. Est-ce que ça fait partie du message ou de la perception que vous essayez de transmettre? Je pense qu'à la fois l'échec et la résilience, il y a un échec à préserver certaines traditions, mais
des traditions qui sont plus ou moins menacées d'extinction, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais menacées de disparaître ou de changer. Mais la plupart des traditions ont été assez résilientes. Je pense que le film montre que le projet de Lachmann a échoué non seulement à préserver la musique, mais aussi le fait que sa croyance dans le fait que l'étude interculturelle de la musique permettrait de mieux comprendre les différents groupes. C'est ce qu'il dit dans son introduction, dans ses notes. Lachmann croyait dans le pouvoir de réconciliation de la musique. Et je pense que c'était très naïf de sa part. Et son émission a échoué, d'une certaine manière, à créer une meilleure compréhension entre ces différents groupes, mais aussi entre ces groupes et les Européens. C'est peut-être cet échec-là que j'ai à l'esprit plus que tout. Une dernière question. Oui, c'était pour revenir sur la question de Salim. Ce que j'aimais le plus dans cette scène, c'était le sous-texte, les sous-entendus dans cette scène, pas forcément ce qu'on voit à l'écran. Et la juxtaposition entre l'homme dans son bureau, entouré de cartes de la future évacuation de cette tribu bédouine de Jahalin. Donc la connexion entre les deux scènes est en fait quelque chose c'est peut-être quelque chose que la plupart des spectateurs ne saisiraient pas parce qu'ils ne connaissent pas les détails de ce qui se passe hors champ. Mais j'ai trouvé que c'était un sous-texte qui manquait. Et on manquait d'éléments de contexte pour comprendre cette représentation visuelle des deux côtés de ce phénomène. Ma question, c'était... Bon, j'ai un commentaire et une question. Ma remarque, c'était... vous avez travaillé avec des vases et vous avez transformé la tête de Post en vase. Dans le mysticisme juif, dans la Kabbale, il y a toute cette notion, cette idée de briser les vases, briser les récipients. Les humains ont été créés quand Adam a été créé. Il y avait un récipient qui était censé contenir l'abondance de la grâce divine. Et ce vase a été brisé et donc n'a pas réussi à faire cela. Et donc la mission des humains sur Terre, c'est de recueillir les fragments de ce vase primordial, de les nettoyer et de les réunir afin de sauver Dieu lui-même. Bon, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous demander. La question, elle est sur Post lui-même. Si je me rappelle bien, Post était encore le doyen de l'école médicale de Beyrouth en 1882. Il y avait eu une révolte d'étudiants dirigée par Georgi Zaidan, entre autres. Et il raconte ces événements dans son autobiographie. Et je me demandais le contexte. Vous avez parlé d'Eli Smith qui demandait à Post d'illustrer avec ses connaissances les sections botaniques de son dictionnaire de la Bible. Dans le cas de Lachmann, je me demandais, d'un point de vue contextuel, qu'est-ce que les autres gens, et en particulier les Palestiniens, les Palestiniens qui travaillaient pour cette même station de radio dans les années 30, qu'est-ce que ces gens pensaient de son projet? Par exemple, Ibrahim Touran, qui était le poète national de la Palestine avant Mahmoud Darwish, il a travaillé pour la même station de radio pendant cette même période. Est-ce qu'il reste des documents d'archives disponibles qui pourraient nous permettre de savoir ce que les contemporains de Lachmann, les gens qui l'entouraient, pensaient de son projet? Et qu'est-ce que les contemporains de Post, après la mort d'Eli Smith en 1857, qu'est-ce que ses contemporains pensaient de son projet?
Je vais commencer par Post, parce que quand vous avez parlé de la révolte des étudiants, George Post s'est plus ou moins toujours aligné avec le pouvoir. Et c'est en partie pourquoi je pense qu'il méritait d'être transformé en vase. Maintenant, j'oublie les noms, mais il avait pris parti avec le directeur de l'université, qui, plutôt que de répondre aux révoltes étudiantes, c'était l'époque où on est passé de l'enseignement en arabe à l'enseignement en anglais, et Post était favorable à cela. Il a soutenu la répression des révoltes étudiantes et le passage à la langue anglaise. Et c'est là qu'il a dû traduire en fait sa flore qui était en arabe en anglais pour pouvoir continuer à enseigner là-bas. Il l'avait d'abord écrite en arabe et ensuite il l'a traduite en anglais. Je n'en sais pas assez, je n'ai pas passé énormément de temps à lire toutes les archives de l'université de Beyrouth. Donc je ne sais pas ce que les gens pensaient en particulier de l'herbier. Je ne pense pas qu'il y avait des gens qui s'y opposaient, puisqu'après tout, c'était que des fleurs séchées en surface. Et c'est aussi ça, moi, qui m'a attirée vers ce projet. En surface, c'est quelque chose qui a l'air très innocent, mais évidemment, même regarder des fleurs, ce n'est jamais innocent. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y avait des gens qui ont protesté contre son projet, mais il y avait des gens qui protestaient contre sa personnalité. Apparemment, ce n'était pas un homme très sympathique. Pour ce qui est de Lachman, au début du film, on entend un petit extrait avec sa voix. Il parlait des plaintes qu'il avait reçues en apportant les journaux dans son émission de radio. On ne comprend pas bien si les plaintes s'adressaient à ses émissions à lui ou aux émissions de la station de radio. En général, il y avait beaucoup de plaintes qui étaient reçues par cette station. C'était une station semi-coloniale, il y avait une section en arabe, et une section en hébreu et une section en anglais. Et donc la station accentuait vraiment la division entre les trois différentes langues. Donc la radio recevait beaucoup de plaintes. Lachman, je ne pense pas que son programme était très bien reçu. Je ne pense pas qu'il ait eu un énorme succès à la radio, mais je n'ai pas trouvé de critiques particulièrement dirigées contre son émission. I'm afraid we have to end it here. Je suis désolée, on doit arrêter et finir, conclure ici. Merci beaucoup. Thank you so much, Joanna. Thank you too. It was too. a pleasure. Merci beaucoup.